Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors oui, Anna Messaoudi, enchantée. On va vous présenter une présentation qui s'intitule « Et si manger du chocolat préservé, les forêts tropicales ». L'idée, c'est de vous parler aujourd'hui de commerce équitable, de programmes de coopération internationale et aussi de cacao. Voilà. Hop. Donc, vous dire d'où on parle. Donc moi, je travaille pour Biopartenaires. On est une association d'entreprises impliquées depuis plus de 20 ans dans des filières bio et équitables, donc qui travaillent pour une bio plus pérenne. Aujourd'hui, on rassemble plus de 60 adhérents, des organisations de producteurs, des intermédiaires de filières et des entreprises avec des marques, des propriétaires de marques, tous impliqués dans des biopartenariats. Biopartenaires, c'est le label équitable et bio qui est réservé, donc je vous le disais, aux magasins spécialisés. On a un partenariat avec le Synadis Bio. À partir de 2022, on aura la possibilité pour les adhérents de valoriser les produits en grande distribution, avec un nouveau label. En termes de gouvernance, c'est un label associatif et transparent qui est vraiment géré par nos adhérents, autant les organisations de producteurs que les intermédiaires de filières. Donc 77 filières aujourd'hui sont biopartenaires, dont 50 sur l'international et 27 en filière française. Le label s'est créé initialement autour des labels des filières internationales avant d'être décliné à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on a 850 références labellisées en magasin. Donc je vais vous parler du programme de coopération Équité 2, qui est un programme initié et financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, qui a pour but de contribuer au développement économique et durable, de lutter contre la pauvreté, renforcer l'agriculture familiale en soutenant le développement des filières équitables et résilientes au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Donc, on a un premier volet du projet qui consistait à renforcer les organisations de producteurs sur tout ce qui est capacité de production, mais aussi commerciale. Et dans un second temps, on a un appui au label de commerce équitable. Donc, 40 organisations de producteurs sont concernées par le projet en Afrique de l'Ouest, sur la zone qui suit, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Et on peut, tous les produits issus d'une certification sont éligibles. Donc on a, pour vous donner une idée, du cacao, des fruits comme la mangue, l'ananas, le baobab, le karité, les noix de cajou, voilà, de l'artisanat aussi, le sésame, le café, l'hibiscus, j'en passe, voilà. Hop. Donc ça, c'est vous parler des financeurs, c'est fait. La maîtrise d'ouvrage est à Commerce Équitable France et AVSF. Nous, dans ce cadre-là, on porte un projet biopartenaire qui vise à développer les débouchés commerciaux rémunérateurs pour les organisations de producteurs qui se trouvent en Afrique de l'Ouest par une stratégie d'influence auprès des différents réseaux. Donc on s'appuie pour ça sur les réseaux de biopartenaires, nos adhérents, mais aussi sur les réseaux comme le Synabio ou Cosmebio. Donc c'est l'objet aussi de la présence de la collègue du Synabio. Ce qu'on souhaite faire par ce projet, c'est mettre en contact des organisations de producteurs qui ne trouvent pas des débouchés, des entreprises qui souhaiteraient se fournir sur des matières premières. Donc on va chercher à connaître vos besoins en termes de spécificité technique, de volume, voilà, connaître aussi quelles sont vos attentes, vous faire connaître le travail des hommes et des femmes de ces organisations de producteurs, mettre l'accent sur les bonnes pratiques environnementales, valoriser les conditions de travail, les différents projets qu'elles peuvent mettre en œuvre par ailleurs. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en contact. Pour ça, on vous invite en mars prochain à Paris à une journée, un atelier de sensibilisation au commerce équitable. On va vous présenter les grands enjeux. L'idée, c'est de vous faire connaître ce qu'il y a derrière un prix équitable, un prix de sauvegarde, qu'est-ce qu'un fonds de développement, qu'est-ce qu'on considère être un engagement de long terme, voilà, sur nos labels. Un focus sera fait sur les filières alimentaires, parce que c'est ce qui nous occupe. On fait le même exercice sur les filières cosmétiques avec un focus karité. Là, on travaillera sur différentes filières alimentaires. Donc, on vous invite à venir découvrir les caractéristiques des ingrédients et éventuellement identifier de nouveaux partenariats commerciaux. Voilà. Je vais passer la parole à ma collègue du Synabio. Merci beaucoup et bonjour à tous. Mon idée, du coup, c'est de vous expliquer pourquoi on est partenaire de ce programme. Donc, le Synabio, c'est le syndicat français des entreprises bio. On a aujourd'hui 214 adhérents qui sont des transformateurs de produits bio, des grossistes et des distributeurs. On a lancé à la fin de l'année 2020 un groupe de travail sur les filières autour de deux notions, transparence et équité.
On a mené 3 premiers chantiers cette année. Le premier sur la place des transformateurs dans les filières bio. Le deuxième sur la massification et la mutualisation dans l'idée de renforcer les filières en encourageant les partenariats entre opérateurs, que ce soit pour massifier les volumes, partager des coproduits, partager des savoir-faire et des outils. Et puis un travail spécifique sur les fruits bio en origine France destinés à la transformation. Je vous présente rapidement ce que ça a donné, parce que ça explique aussi pourquoi on se retrouve bien dans le programme Équité 2 en partenariat avec Biopartenaires. Donc notre charte des filières biologiques, elle s'appuie sur 3 piliers, la transparence, l'engagement et la qualité. Dans la partie engagement, il y a tout ce qui concerne la contractualisation pluriannuelle qu'on souhaite encourager à l'amont et à l'aval avec les distributeurs, pour tout ce que ça peut donner comme visibilité à tous les opérateurs de la filière, et du coup, ça peut permettre de parler d'autre chose que des prix pendant la phase de négociation. Ça nous semble utile et pertinent. La qualité, évidemment, c'est pour mettre sur le marché des produits bio de qualité, répondant aux attentes des consommateurs. Et la transparence, c'est insister sur le fait qu'il est important que tous les maillons de la filière se connaissent et se comprennent. On a produit 2 cartes. La première, c'est la carte des besoins en matières premières origine France de nos adhérents. Et la deuxième, c'est ce que je vous disais pour encourager les mutualisations et les massifications entre opérateurs. On a interrogé tous nos adhérents et il y en a 50 finalement qui ont quelque chose à partager ou un besoin identifié. Et en le cartographiant, ça nous semble utile de pouvoir travailler d'abord en proximité. Et finalement, tout ça nous amène à se dire que ce qu'on fait ici sur le volet français, on peut aussi le faire à l'international. Et Équité 2 est pour nous une opportunité d'aller travailler sur ces sujets et d'encourager nos adhérents à s'interroger sur leurs appros, en l'occurrence de l'Afrique de l'Ouest, et la manière dont ils construisent leur partenariat. C'est aussi l'occasion de consolider notre partenariat avec Biopartenaires, parce que finalement, on a envie de défendre les mêmes choses et les mêmes valeurs dans notre travail sur les filières. Sébastien, je vais te passer la parole pour que tu illustres maintenant. Merci beaucoup. Donc Sébastien Balmis, je travaille chez Kaoka, je m'occupe des filières et de la qualité. Moi, je vais vous parler de chocolat, de cacao, et c'est une façon d'illustrer un petit peu comment le programme Équité 2 pourrait travailler en Afrique de l'Ouest, avec un exemple concret qui n'est pas en Afrique de l'Ouest, mais plutôt en Amérique latine. Donc Kaoka, en quelques mots, c'est une entreprise qui a été fondée en 1993, qui commercialise du chocolat bio et équitable. Voilà, on commercialise uniquement dans les réseaux spécialisés bio. On est un des pionniers de fondateurs de Biopartenaires, et aujourd'hui on préside aussi Biopartenaires. Et puis on est assez engagé en fait sur nos filières. Tous nos approvisionnements sont faits au travers de partenariats qu'on a dans 4 pays, je vais vous en parler, avec les organisations de producteurs. Donc ouais, on travaille à Sao Tomé. Je pensais que j'avais une autre slide, mais on travaille en Équateur depuis 2000, à Sao Tomé depuis 2001, en République Dominicaine depuis 2009, et au Pérou, c'est le dernier de nos programmes, depuis 2015. Donc vous voyez un engagement de long terme qui nous permet de vraiment accompagner les producteurs avec lesquels on travaille. C'est les mêmes coopératives avec lesquelles on bosse depuis maintenant 20 ans. Nous, on a comme ambition de favoriser une cacao-culture qui soit régénératrice, en travaillant directement avec les organisations de producteurs et les producteurs. Vous savez que le cacao, ça a été un peu mis sous le feu des projecteurs pour la contribution de cette filière, notamment en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Ghana, à la déforestation. Et nous, on pense que si on pratique la cacao-culture avec les producteurs de manière durable, c'est tout à fait possible de non seulement ne pas ça ne peut pas être déconnecté de l'équitable, parce que si on demande aux producteurs de produire de travailler sur la question de la prévention pour pas avoir à utiliser de produits chimiques, il faut qu'il ait une bonne rémunération par rapport à
au cacao qu'il produit. Et puis on voudrait éviter aussi que le cacao bio ne tombe dans les travers de la bio industrielle. Et si vous voulez, sur la filière cacao, dans les dernières années, il y a des évolutions un peu inquiétantes de filières qui montent en puissance très très vite, notamment en Sierra Leone, au Congo, qui posent de sérieuses questions sur qu'est-ce qu'il y a derrière la certification de ces filières. Donc on aimerait vraiment défendre une bio exigeante, et c'est pour ça qu'on se retrouve tout à fait dans les principes que le Synabio défend, et les valeurs. En travaillant en Amérique latine notamment, depuis maintenant 20 ans, on a pu essayer de comprendre un peu quelles étaient les problématiques auxquelles les producteurs étaient confrontés. Et vous savez, le changement climatique, c'est quelque chose qui nous pend au nez à tous, mais qui a vraiment des impacts. Maud, tu le vois sûrement sur le café, mais sur le cacao, il y a vraiment des impacts. Les producteurs souffrent déjà des conséquences du changement climatique. Donc, dans le bassin amazonien, on travaille au Pérou dans le bassin amazonien, en Équateur, sur la partie côtière. Les problématiques sont très différentes. Sur le bassin amazonien, dans les zones où on travaille, c'est des zones où il y a eu de la culture de coca, qui a été source de beaucoup de déforestation, et qui a surtout de grosses dégradations des forêts. Donc, une grosse problématique de protection des zones de forêt qui sont rémanentes, mais aussi de régénération des sols qui ont été dégradés par des années de culture de coca et d'élevage extensif. Tandis que sur la zone côtière de l'Équateur, le problème est tout à fait différent. C'est des producteurs. On travaille avec des petits producteurs de cacao national, qui est le cacao de très bonne qualité en Équateur, qui est connu internationalement, mais les revenus sont très faibles. Et donc, en fait, il y a une tendance des producteurs de couper le cacao national, soit pour installer des cultures de cycle court, comme le maïs, soit pour installer des hybrides qui sont beaucoup plus productifs, mais qui sont très très mauvais. Il faut dire ce qui est. Et en fait, indirectement, on se rend compte qu'il y a une migration silencieuse des producteurs de la zone côtière de l'Équateur qui vendent leurs parcelles de cacao très peu productives vers le bassin, le côté amazonien. Donc ils traversent la cordillère pour aller coloniser en fait le bassin amazonien, et c'est source indirecte de déforestation. Donc notre enjeu en Équateur, ça va être d'aider les producteurs à régénérer leur production, leur plantation, pardon, pour vous donner un ordre d'idée, on passe de 250 kilos à l'hectare sur une vieille plantation à 1000 entre 1000 et 1500 kilos donc on multiplie par 4 ou 6 le revenu du producteur indirectement en l'aidant à régénérer sa plantation. Donc voilà notre défi. Pour mettre en œuvre cette démarche, on s'appuie sur plusieurs projets qu'on est allé chercher. Un projet avec la coopération allemande à travers l'organisme de coopération CEQUA, c'est un partenariat public-privé. Donc 200 000 euros qui ont été donnés par la coopération allemande, 200 000 euros qui a été mis par KOK, pour travailler justement sur la restauration de la fertilité des sols, des échanges d'expériences entre les producteurs et une recherche aussi sur la partie de la qualité qui est sur la fermentation, qui est clé pour nous, pour KOK et pour les producteurs. Ensuite, on a eu un financement d'ordre privé de l'entreprise Tribala pour convertir 150 hectares de cacao qui étaient sans ombrage en agroforesterie. Mettre en place un périmètre de protection sur un écosystème particulier qui s'appelle la Colpa de Loros. Je ne vais pas vous faire un exposé, c'est passionnant, mais c'est un écosystème très particulier qu'il y a dans la zone de production de notre coopérative. Et donc avec les producteurs, on a travaillé sur la mise en place, un diagnostic et la mise en place d'une zone de protection. Voilà. Et puis ensuite, on a tous les projets qui sont financés par la prime de développement. Donc tout notre cacao est acheté en commerce équitable. Donc les producteurs sont capables aussi, avec leurs propres fonds, de financer des programmes, notamment les programmes de rénovation des plantations dont je vous parlais, pour pouvoir augmenter le revenu des producteurs par l'augmentation de la productivité, la mise en place de fonds sociaux, de sortes de sécurité sociale, etc. Et puis on est très fiers d'avoir lancé il y a maintenant une dizaine de jours un gros projet régional qui est justement financé par le Fonds français pour
l'environnement mondial. C'est un projet de 9 millions d'euros dans lequel KOKA met à peu près 2 millions d'euros en cofinancement et le Fonds français pour l'environnement mondial 2,65 millions. On va travailler sur 3 pays, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, sur l'agriculture de régénération, la cacaoculture de régénération des écosystèmes, en partenariat avec des instituts de recherche, donc l'alliance SIAD Biodiversity, World Agroforestry qui est spécialisée sur l'agroforesterie, et une ONG internationale qui s'appelle Conservation Internationale. Voilà le plan de financement dont je vous parlais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Alors, ce projet, parce que ça c'est vraiment le plus important, c'est quels sont les objectifs et comment on veut s'y prendre. Bon, d'abord, lutter contre la déforestation. C'est important pour nous, en travaillant notamment sur le bassin amazonien, de pouvoir prouver qu'on ne participe pas à la déforestation. Et pour ça, toutes nos plantations ont déjà été géoréférencées. Et on va faire des cartes d'évolution du couvert végétal, donc des forêts, pour pouvoir suivre, monitorer au fur et à mesure le couvert des forêts, et justement pouvoir prouver qu'on a un cacao qui est zéro déforestation. Ensuite, on va même un petit peu plus loin, puisque on va mettre en place des systèmes d'alerte précoce, c'est-à-dire que les producteurs vont pouvoir, de manière participative, reporter à travers des outils numériques, enfin même un téléphone portable tout simplement, des cas de déforestation qui verraient autour de leur zone de production, parce qu'indirectement ça les impacte, et la signature d'accords de conservation avec les producteurs avec lesquels on travaille, pour qu'ils s'engagent sur la protection des zones de forêt dont ils ont la propriété. Ensuite, rétablir la connectivité écologique. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais la connectivité écologique, c'est tout simplement en Amazonie aujourd'hui, si vous voyez une carte, même vous allez sur Google Earth, vous allez vous rendre compte qu'il y a des poches de forêt primaire qui existent. Et malheureusement, il n'y a plus de connectivité en fait. C'est-à-dire que même ça existe en France aussi. Si vous regardez un paysage, vous allez voir des forêts. Et des fois, il y a des haies qui permettent à la faune de pouvoir passer d'une forêt à l'autre. Eh bien, la connectivité écologique, c'est tout à fait ça. C'est notre ambition, c'est que en restaurant des sols et en y installant des systèmes agroforestiers, on puisse reconnecter des zones de forêt qui existent dans les paysages dans lesquels on travaille. Donc, on va plus travailler juste sur un focus plantation, mais sur un focus paysage qui va nous permettre d'avoir vraiment un impact sur la biodiversité notamment. Ensuite, donc forcément, ça passe par la régénération des sols. Je vous en ai parlé. La culture de la coca, la déforestation, c'est vraiment, ça acidifie les sols et puis ça les dégrade fortement. Donc tous les producteurs, depuis que on travaille, depuis ma première mission au Pérou, les producteurs m'ont vraiment parlé du problème de fertilité des sols. Il y en a qui s'endettent à 30% pour pouvoir acheter des intrants bio, hein, mais donc du coup, vous vous rendez compte la gravité du problème. Donc on a construit une unité de compostage et on va pouvoir distribuer à grande échelle en fait le compost pour que les producteurs puissent participer à la restauration de ces sols. La lutte contre l'érosion, ça c'est sur les bassins versants, et puis des travaux de recherche sur la fermentation, puisque nous, 100% de notre cacao est fermenté en centre. On ne peut pas faire du bon chocolat si on n'a pas du bon cacao. On ne peut pas avoir du bon cacao si on maîtrise pas sa fermentation. Donc aujourd'hui, 100% de notre cacao est fermenté en centre. On veut aller plus loin, notamment en recherchant un peu sur la question des levures et des micro-organismes qui sont utilisés et qui rentrent dans le process. Une cartographie particulière sur le cadmium, qui est un sujet, je ne vais pas rentrer, mais c'est un sujet réglementaire qui a beaucoup impacté le cacao en Amérique latine. Et puis la sélection des variétés avec les producteurs. Dans tous les pays où on travaille, on a des collections de variétés locales, natives, de cacao qu'on a identifiées avec eux, qui sont intéressantes pour nous en termes organoleptiques, qui nous permettent de pouvoir tirer vers le haut la qualité de nos produits petit à petit en rénovant les plantations avec ces variétés, mais qui sont aussi intéressantes pour eux parce que c'est des variétés qui sont productives et résistantes aux maladies. Donc c'est un travail de recherche participatif qu'on fait avec les producteurs déjà depuis une quinzaine d'années et qui nous a permis de constituer des collections
qu'on va pouvoir, avec les organismes de recherche avec lesquels on va travailler, caractériser. Voilà, donc bon, ça c'est en quelques chiffres les impacts. 200 hectares de restauration de sol, 830 hectares de plantation en agroforesterie, une centaine d'hectares d'accords de conservation, pardon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis ça, bon, c'est juste quelques images, l'usine de compostage, avec le compost qui est en cours de fermentation, qui est en cours de production, pardon. Une affiche qu'on a fait sur notre plan de protection de la Colpa del Oros et un exemple de protection des rives par la plantation d'arbres. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Non, c'est très bien, merci Sébastien. Donc, c'était pour vous donner une idée de ce que peut faire une entreprise fortement impliquée sur des filières équitables. Donc là, on a un adhérent qui est historique en fait chez Biopartenaires, et l'idée des journées qu'on aura de sensibilisation auxquelles on vous invite chaleureusement en mars, c'est bien de partager des expériences et de faire un focus régional. Bon là, on a l'exemple de l'Amérique latine, mais ce sera bien de parler des organisations de producteurs d'Afrique de l'Ouest, et c'est l'occasion aussi pour tout le monde d'échanger, d'apprendre des choses. Voilà. Donc encore une fois, vous êtes cordialement invités en mars à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous retrouver Biopartenaires au stand Q100. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le projet et sur nos collègues. Merci bien. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, des partages? Bonjour, merci à tous pour votre intervention. J'avais une question pour Sébastien. Vous avez parlé de télédétection. À partir de quand vous voyez un effet sur l'évolution de la forêt? À partir de quand? Alors en fait, la télédétection, elle permet de cartographier l'évolution des paysages. La question, en fait, il faut mettre une année de référence, c'est-à-dire par exemple, et ça c'est dans toutes les filières, notamment sur l'huile de palme, et il y a beaucoup de débats sur la question de l'année de référence, c'est-à-dire à partir de quelle année on va se dire il y a plus de déforestation. Et aujourd'hui il y a des grands engagements dans le secteur du cacao, de l'huile de palme, où ils parlent d'année de référence 2021. Donc ça veut dire que toutes les plantations que moi que j'exploite entre guillemets, eh ben elles sont source de déforestation, mais bon, moi je me suis mis que c'est à partir de maintenant que je vais arrêter de déforester. Donc il y a pas mal de débats. Nous on a travaillé dès le départ sur la coopérative Colpa del Oros, en partenariat avec un programme des Nations Unies de substitution de la coca, justement, qui lui avait géoréférencé toutes ces plantations et fait des cartes depuis 2011. Donc on a, nous, des preuves que depuis 2011, en fait, il n'y a pas eu de déforestation. Mais tout ça, en fait, c'est une question en fait d'appréciation, de négociation entre les acteurs, et chaque acteur peut donc il y a le sujet de la déforestation. Peut-être en Europe, bientôt, il va y avoir une législation qui va être mise en place sur les produits importés pour qu'ils ne soient pas source de déforestation. La question de l'année de référence va être une question clé dans les négociations. Voilà. Mais nous, on sort de ces négociations-là. On n'est pas sur des grands engagements pris dans des séminaires. On préfère être sur le terrain et travailler à notre échelle, en fait. On n'est pas non plus un mastodonte du cacao. Mais du coup, visuellement, ça se voit. Vous avez une carte typiquement de 2011, une carte de 2021, et vous voyez l'évolution de la forêt. Pour être très honnête, ce projet, il est en train de se mettre en place avec les instituts de recherche qui vont nous appuyer sur les outils de télédétection. Parce que nous, on a voulu aller chercher cette compétence-là, parce que c'est quand même un autre métier. Oui, clairement. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec ces organismes de recherche. Aujourd'hui, on n'a pas cette carte-là, mais j'espère l'avoir dans un an. Oui, c'est l'objectif de l'avoir. C'est l'objectif, Okay. tout à fait. C'est intéressant. Tout à fait. Et j'avais une autre question. La prime de développement, dans vos 3 projets, du coup, c'est une prime qui est donnée directement aux producteurs? Alors la prime de développement, on l'appelle comme ça, ou la prime de commerce équitable. C'est une prime qui est pour chaque
tonnes de cacao qui est exporté, qui est versé à la coopérative. Et puis ensuite, cette prime, elle est effectivement gérée par les producteurs. C'est l'assemblée générale de la coopérative qui valide en fait son utilisation. Après, nous, chez KOK, depuis le début, on a pris le parti d'être en co-construction avec les organisations de producteurs sur l'utilisation de cette prime. C'est-à-dire qu'on est force de proposition et ensuite c'est débattu en assemblée générale et c'est eux qui décident. Mais on est force de proposition parce que on sait que, en fait, depuis le début chez KOK, il y a eu quand même, et c'est pour ça que à la base, le fondateur de KOK avec quelques autres pionniers de la bio ont créé Biopartenaires. C'est qu'on n'était pas très d'accord avec le commerce équitable comme le pratique Max Havelaar, pour être clair. C'est-à-dire où on a une prime de commerce équitable qui peut être utilisée pour faire de la charité, voilà. Et nous, on pense que la prime de commerce équitable, c'est un outil de développement, c'est un levier de développement pour pouvoir changer en fait d'échelle, plus passer dans une échelle de charité, de pauvreté, mais vraiment aller vers du développement. Et c'est pour ça que on travaille avec les producteurs pour que ce soit investi en partie, pas seulement. L'aspect social est très important, l'éducation c'est très important, mais qu'une partie soit utilisée dans la question de la production et de l'augmentation des revenus par la production. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment passionnant. Tu as parlé, Sébastien, les contextes législatifs et moi, ma question, c'est en tant que petit acteur du café, j'ai l'impression qu'en tant qu'entreprise, on attend beaucoup de nous sur les sujets de déforestation, mais finalement, on est vite heurté à aussi le contexte national dans lequel les pays sont inscrits. Et les dynamiques politiques dans les pays, on les subit aussi. Donc, comment vous composez avec ça, c'est-à-dire dans les différents pays où vous agissez? Est-ce que vous voyez aussi l'impact d'une politique, par exemple, d'un pays sur vos actions? Et est-ce que vous avez pensé faire aussi un peu de la politique justement pour défendre vos valeurs? Ou c'est trop compliqué à votre échelle? Merci Maud pour cette question. C'est sûr que nous, on travaille pas au Brésil où forcément il y a eu clairement des décisions politiques ces dernières années qui ont impacté la question de la déforestation. Et on a la chance de travailler dans des pays où globalement il y a vraiment une volonté qui est pas seulement affichée mais qui est réelle de s'engager contre la déforestation. Mais par contre, en fait, comme tu dis, nous, entreprises privées, généralement, nous chez KOK, on fait pas trop de politique. Mais dans le cadre de ce projet-là, les organismes de recherche avec lesquels on travaille, eux, ils sont impliqués dans des tables rondes, des tables techniques avec les autorités nationales. Et donc, ça va être un peu nos porte-voix pour faire passer ces messages-là. Mais c'est vrai que nous, en tant que PME, c'est difficile, surtout à la taille de Lobodis ou la taille de KOK, c'est difficile de faire passer des messages aux autorités nationales. Quand on s'appuie sur des organismes de recherche, c'est beaucoup plus facile, je pense. Et du coup, dernière question, par rapport à la loi dont tu parlais, on va tous être, dans le monde du cacao, du café, on va être concernés d'apporter la preuve que nos produits génèrent pas de la déforestation. Est-ce que tu penses qu'avec ce type de programme, ça va être suffisant pour justifier parce que c'est vrai que nous, mon intuition, c'est ils vont plutôt se baser sur des données génériques en disant, finalement, au Pérou, il y a une dynamique de déforestation liée au café ou au cacao. Et du coup, toutes les entreprises qui font venir du café du Pérou sont génératrices de déforestation. J'ai l'impression que ça va rester à cette échelle et que les actions vraiment précises menées par les entreprises ne seront pas forcément prises en compte. Honnêtement, c'est peut-être vrai, mais alors si c'est le cas, ça serait une catastrophe en fait. Ça voudrait dire qu'on va donner ça sera les gros traders en fait qui ont une opacité sur leur filière, qui sortiront par le haut de ce jeu-là. Nous, on espère que ce soit pas le cas. J'ai vu, on est allé voir avec les producteurs, on avait les producteurs équatoriens et péruviens. On est allé visiter le ministère de la Transition écologique. Ils nous ont présenté la SNDI, la Stratégie nationale contre la déforestation importée française, où ils ont commencé à travailler sur le soja. Et en fait, même sur le soja, pour te rassurer, en fait, ils ont fait une cartographie de la chaîne de valeur.
et ils travaillent quand même assez finement sur. Ils n'ont pas considéré le Brésil comme étant une seule et même entité. Ils ont travaillé assez finement sur une cartographie des risques. Après, si nous on met en place des outils de type déforestation, télédétection ou autre, et qu'on est pionnier là-dessus, ils sont vraiment preneurs, parce qu'aujourd'hui, très clairement, que ce soit Lobodis ou Kaoka, le niveau de traçabilité, il est excellent. C'est-à-dire qu'il est au niveau de la plantation. Alors que la plupart des acteurs, la trace, y compris des fois, malheureusement, ça me fait une boule au ventre quand je le dis, mais y compris dans la bio, quelquefois ont une traçabilité qui est relativement moyenne, quoi. Voilà. Donc je pense que nous, il faut qu'on continue à être moteur et qu'on soit porteur d'espoir et d'expérience là-dessus. Oui, bonjour, bonjour aux collègues que je connais. Julie Maison de Commerce Équitable France. Je me permets juste de réagir à quelques échanges pour compléter ce que tu disais, Sébastien. Juste sur la stratégie nationale de déforestation importée, nous, on est la tête du réseau du secteur du commerce équitable, donc clairement, on essaye aussi d'être présent dans des discussions pour que justement on est hyper conscient que c'est très important de lutter contre la déforestation importée, mais de faire en sorte que ce soit pas un processus excluant, notamment pour les producteurs. Donc à la fois ils aient les moyens à travers des prix rémunérateurs de changer leurs pratiques, et qu'on n'exclue pas juste dans une logique de zonage, parce que c'est souvent les plus précaires en fait qui vont aller attaquer des forêts, enfin voilà, qui vont aller dans des zones peut-être un peu plus sauvages, parce qu'ils sont déjà dans les précarités. Donc je dis pas que le combat est gagné, mais en tout cas ça fait partie vraiment des choses que nous on essaye de porter en dialogue avec les pouvoirs publics pour effectivement avoir une vision fine et non excluante pour les producteurs qui sont les premières victimes aussi de ça, finalement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je pense que en tout cas les acteurs du commerce équitable ont bien conscience de ça, et après est-ce qu'ils vont réussir à influer les visions globales, je ne sais pas. Et peut-être un deuxième sujet sur les politiques locales dans les différents pays avec lesquels vous, entreprises, vous pouvez travailler. C'est vrai que ça joue énormément, et c'est pas évident, je pense, pour une PME française d'intervenir là-dessus. Mais effectivement, une des manières, tout simplement, c'est par votre travail de renforcement des organisations producteurs paysannes dans les pays. C'est un travail de longue haleine, on est d'accord, mais il y a quand même des pays où historiquement, au Pérou, en Bolivie ou autres, on a des organisations de producteurs qui sont devenues en tout cas suffisamment fortes pour être en dialogue avec leur pouvoir public, et en tout cas faire entendre leur voix. On l'essaye, c'est pas facile, mais c'est quand même une des choses que vous pouvez faire, vous, en tant que PME, pour votre travail, j'allais dire, de fond, et de partenariat de la durée, c'est aussi renforcer les acteurs locaux dans, eux, leur influence auprès de leur pouvoir public. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Merci. Écoutez, on est disponible sur nos 3 stands si vous en avez, et je sais pas, Gaëlle, si tu conclus. Vous remercier. Merci déjà aux participants et à vos contributions aux échanges. Et puis merci surtout à vous de votre témoignage qui est très important toujours. Merci, bon salon à tous. Et puis on continue à ce forum du coup avec d'autres sujets.